Nicolas Lenoir, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié à cherclient.tv de ce témoignage sur une entreprise et sa relation client, une entreprise originale, très connue finalement, du moins c'est ce qu'on croit, qui s'appelle Carglass. Alors pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde et au même niveau de connaissance, qu'est-ce que c'est que Carglass? Alors Carglass, c'est le leader français de la réparation et remplacement de vitrage. C'est une entreprise qui a 21 ans, qui est née en 88 à Lille. Donc c'est une entreprise très jeune qui a connu une très forte croissance. Aujourd'hui, c'est près de 2500 salariés. On a 230 centres en France de réparation. Donc à peu près sur tout le territoire français. Et la spécificité, c'est qu'on est un réseau complètement intégré. Donc ce ne sont pas des franchises. L'ensemble des personnes qui travaillent dans les centres Carglass sont des salariés Carglass. Et puis en termes de relations clients, on a deux centres d'appel. Un centre d'appel à Courbevoie, au siège, et un centre d'appel à Poitiers qui est plus récent puisqu'on l'a ouvert il y a 2 ans et demi. D'accord. Alors, quand vous dites réparation de vitrage, pour qu'on comprenne, c'est des vitrages de voitures. De voitures. C'est des pare-brises, quoi. C'est pas, vous ne remplacez pas les vitres des fenêtres des maisons. Non, pas nous. Alors, Carglass fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Belron, donc un groupe mondial. Hein. On est implanté dans à peu près tous les pays développés. Certaines filiales du groupe font aussi les vitrages de maison. Ah oui. Par exemple en Australie, on fait, et au Canada d'ailleurs, Australie et Canada, on fait tout vitrage. Mais effectivement en Europe, on est spécialisé dans les vitrages de voitures. Et c'est un groupe de quelle nationalité? Alors c'est un peu compliqué, le siège, à l'origine c'est un groupe qui ça a été fondé en Afrique du Sud en fait, Carglass. Ensuite, le siège maintenant est en Angleterre, donc on peut dire que c'est plutôt un groupe anglais. Par contre, le groupe Belron appartient lui-même à un groupe qui s'appelle D'Ieteren et qui est un groupe belge. Donc on est belgeo-anglais, sud-africain. Il y a beaucoup de sud-africains dans le top management. Ah, c'est étonnant ça. Ouais, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on est très internationaux. Voilà déjà des choses qu'on ne savait pas sur Carglass. Alors, chez Carglass, Nicolas Lenoir, il est arrivé quand et comment? Alors moi je suis arrivé en 2005 chez Carglass. Après avoir fait à peu près toute ma carrière dans la relation client, puisque auparavant j'avais travaillé chez Alice en tant que responsable du service client chez Alice, et puis avant j'avais travaillé chez Neuf Télécom sur des fonctions similaires. J'ai travaillé chez ING aussi, ING Direct. Pas ING Direct justement, ING, mais en collaboration avec ING Direct. Ah oui, donc un vrai parcours de relation client depuis longtemps, non? Voilà, ça fait à peu près. Et Carglass en 2005, c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, ça correspond. Alors, Carglass en 2005, c'était plus petit, et surtout en termes de relations clients par téléphone, c'était beaucoup plus petit, puisque à l'époque, en fait, on avait un seul centre d'appel sur notre ancien siège à Puteaux. On avait 100 positions, aujourd'hui on en a 450. 450 sur les deux sites aussi. Sur les deux sites, ouais. C'est ça. Bon, avec une saisonnalité marquée, hein, 450 sur l'été, un peu moins en hiver, parce que les pare-brises se cassent plus l'été. Il fait chaud, il y a des gravillons sur la route, les gens roulent beaucoup, etc. Donc ça c'est des facteurs aggravants. Une grosse saisonnalité. Donc on a une saisonnalité très marquée. Et donc pour revenir, en 2005 on avait 100 positions. En fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un petit peu la manière dont on gérait nos clients. Il y a eu un changement fondamental opéré en 2006. C'est-à-dire qu'auparavant, les clients avaient 3 canaux principaux pour nous contacter. Ils avaient le numéro 800, le 0800 77 24 24, donc qui arrivait directement au call center. Ils avaient un numéro qu'ils pouvaient trouver dans l'annuaire qui était le numéro direct du centre, le numéro local, 01, 02, 03. Ou alors ils pouvaient directement prendre leur voiture et aller dans les centres en voiture. Donc en 2005, on avait 25% des clients qui appelaient le 0800, 25% des clients qui appelaient directement au centre et 50% des clients qui prenaient leur voiture pour aller dans les centres. Aujourd'hui, en 2006, ce qu'on a fait, c'est qu'on a routé tous les numéros locaux vers le centre d'appel. Donc ça a doublé déjà la taille du centre d'appel. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a constaté qu'on avait un taux de transformation commerciale, qu'on appelle conversion chez nous, qui était bien meilleur au call center que dans les centres. C'est normal, on avait des spécialistes qui font ça toute la journée.
Et donc, pour capter plus de business, on a décidé de router ces appels-là. Donc déjà, ça a augmenté forcément la taille du centre d'appel. C'est pour ça qu'on a ouvert le centre de Poitiers, pour pouvoir capter ces appels supplémentaires. Et puis, suite à nos campagnes de publicité importantes, où on met bien en valeur notre numéro 0800, on a eu aussi une décroissance de ce qu'on appelle le drive-in, hein, comme chez McDo, les clients qui prennent leur voiture pour aller prendre un rendez-vous directement dans les centres. On a une décroissance de ce canal-là, puisqu'il est passé de 50 à 40, 35. Et donc, forcément, ces gens-là sont allés sur le canal téléphonique. Alors, quand vous dites qu'on avait un meilleur taux de transformation, la différence était de quel ordre? 10 points. 10 points d'écart. 10 points d'écart. Donc, ça, c'est la prime au professionnalisme, quoi. À la spécialisation. Ouais. La spécialisation. Le fait de ne faire que ça, de ne pas avoir. Voilà, c'est des spécialistes de ça. C'est beaucoup, 10 points, effectivement. 10 points, c'est beaucoup. Hein, ça payait largement l'ouverture d'un second centre. Alors, revenons au cœur du sujet, de la relation client chez Carglass. Dans cette politique de la relation client, comment vous définiriez une bonne relation client? C'est quoi les facteurs clés de succès? Et comment vous mesurez que c'est un succès? Alors, pour nous, une bonne relation client, c'est une relation client fidélisante. Nous, c'est très particulier, notre business. On ne casse pas des pare-brises tous les jours. Ah oui. Et on ne vient pas chez nous par hasard, ni par envie. Oui. Hein, je pense que ça casse les pieds à tout le monde de se dire « Ah mince, aujourd'hui, il faut que j'aille chez Carglass ». Donc, c'est pas, voilà, on peut se dire « J'ai envie d'aller à la Fnac, j'ai envie d'aller chez Virgin », mais on ne se dit pas « J'ai envie d'aller chez Carglass aujourd'hui ». Donc, on est déjà, le client, il nous appelle, il n'a pas envie de nous parler. Il a quand même très besoin de vous. Il a besoin de nous, mais il est dans une contrainte. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on transforme cette expérience en se disant « Je suis allé chez Carglass, j'avais pas envie d'y aller, et finalement, ils m'ont surpris, et j'ai passé une expérience vraiment extraordinaire. » Au mieux. Au mieux, même plus qu'au mieux. On veut vraiment le... Pour vous donner un exemple, dans l'imaginaire du client, il va se dire je vais chez un garagiste, et nous, on veut qu'il se dise « Ah bah finalement, je suis allé chez Sofitel ». Voilà, donc on veut vraiment le surprendre par son expérience client et qu'il se dise « Ah bah tiens, en termes de référence, en termes d'expérience client, Carglass, ils sont vraiment forts ». Donc c'est vraiment ce type de référentiel qu'on essaye de faire. Donc on veut le fidéliser. Alors pas forcément le fidéliser lui pour qu'il revienne, parce que statistiquement il va revenir une fois tous les 7 ans. Oui. Donc forcément on a intérêt que son expérience soit bonne, parce que comme il vient peu souvent, la prochaine fois il faut qu'il revienne chez nous. Mais également, d'une part par la recommandation, on veut qu'il en parle à son entourage, et surtout on veut qu'il en parle à son assureur. Puisque nous on a un business un petit peu particulier, qui est un business tripartite. On a le client automobiliste, mais en fait la prestation est généralement payée par le client assureur. Donc en fait l'assureur nous délègue la gestion du sinistre auprès de son client automobiliste. Et donc nous, ce qui est très important, c'est que le client automobiliste soit très content pour qu'il en parle à son assureur et pour qu'il soit aussi fidèle à son assureur. En fait, nous on fait de la fidélisation à l'assureur. Puisque l'assureur lui aura prescrit un prestataire de qualité, le client se dira « Ah, mon assureur est bon et donc j'ai envie de rester avec mon assureur ». Donc on joue là-dessus. Donc nous, comment on le mesure? On le mesure par des enquêtes de satisfaction client. On vient de passer sur le NPS, au 3 juillet, donc c'est tout récent. NPS pour nos Alors auditeurs. le NPS, c'est le Net Promoter Score. Donc c'est quelque chose qui commence à devenir un standard en termes de relation client, de suivi de la relation client. Donc on pose une question au client, justement la question sur la recommandation. Recommanderiez-vous Carglass à votre entourage, vos amis, vos collègues, votre famille? Et le client répond de 0 à 10. Donc si le client répond de 0 à 6, il est considéré comme un détracteur. 7, 8, il est considéré comme un passif. 9, 10, il est considéré comme un promoteur. Et après, on calcule le nombre de clients qu'on dit 9, 10, moins le pourcentage de clients qu'on dit 0 à 6. Et ça vous donne le Net Promoter Score. Donc, qui va de moins 100 à plus 100. Si vous n'avez que des détracteurs, on peut avoir un score négatif de moins 100. Voilà. Et vous? Donc nous, aujourd'hui, on a un Net Promoter Score à 63%. Ce qui est bien. Ce qui est pas mal, mais qui est insuffisant par rapport à nos attentes. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi quelque chose qui est lié au secteur d'activité en disant, vous avez beau faire tous vos efforts, est-ce que de toute façon, casser son pare-brise, c'est quand même quelque chose qui est parfois traumatisant, et arriver à en faire un bon souvenir dont on va parler, etc.,
Est-ce que c'est quelque chose d'atteignable? Est-ce que c'est pas une espèce de Graal que vous atteindrez jamais? Alors, ce qu'on constate, puisqu'on a 230 centres, on mesure en fait le NPS par centre. Donc c'est intéressant. On a des centres, bon c'est depuis le 3 juillet, c'est récent, mais avant on mesurait sur la satisfaction. C'est-à-dire on demandait aux clients comment jugez-vous notre prestation, mauvaise, moyenne, bonne ou très bonne. Et on était à peu près au même score, on était à 65% d'excellent. Donc il y a une corrélation entre le taux d'excellent et le NPS, c'est assez intéressant d'ailleurs. Oui, c'est pas étonnant d'ailleurs. C'est pas étonnant. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on a des centres qui sont capables de faire 100% d'excellence sur l'année. Et zéro mauvais. Alors ça tient à quoi? Et on a donc sur le NPS, on voit qu'il y a des centres qui font 100% de NPS. Alors pourquoi cela y arrive? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont meilleurs que les autres? Qu'est-ce qu'ils font mieux que ceux qui sont à 50? Alors, ce qu'on constate souvent, c'est que c'est des petits centres, déjà, par rapport à des grands centres, dans des zones qui sont des zones périurbaines, quoi, de petite urbanisation, des petites villes. C'est pas, on n'est pas sur les... Là où on a le NPS le plus faible, c'est sur Paris, par exemple. On a beaucoup de mal sur la région parisienne. On a un NPS autour de 50, 55. Donc qui tire sur le reste de la France, on est plutôt à 70. Et plus on va dans des endroits petits, plus on réussit à avoir des scores élevés. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est capable de personnaliser la relation, d'avoir vraiment une relation one-to-one avec le client, de prendre le temps de la relation aussi. Et voilà, c'est ce que recherche le client en fait. Il cherche à être traité comme un être humain, comme un être unique, et pas comme une machine, pas comme une plaque d'immatriculation, mais comme... Et est-ce que sinon, en dehors de l'amabilité, la prise en charge, la personnalisation, etc., est-ce que finalement votre prestation elle-même, elle est unique, elle est complètement normée, un peu comme le temps de cuisson des frites chez McDo, ou est-ce qu'il peut y avoir des variations en fonction de l'approvisionnement, les accords avec certaines compagnies d'assurance? Racontez-nous un petit peu, moi je connais par expérience, parce que j'ai été client Carglass, je casse rarement. Vous avez été heureux? J'étais heureux, j'en ai dit beaucoup de bien à mon assureur, Super. mais j'ai été très très intéressé du point de vue technique par la mécanique justement tripartite et mais je préfère vous laisser raconter. Racontez-nous un peu cette expérience client, comment ça se passe et comment vous la voyez, comment vous la voulez. Alors, le principe en fait vraiment de notre relation client, c'est comme quand vous allez à la pharmacie, c'est du tiers payant. C'est-à-dire que le client automobiliste ne va pas payer. À la pharmacie, vous présentez votre carte mutuelle. Chez Carglass, vous présentez votre carte verte. Et avec la carte verte, nous, on va faire la prise en charge assurance. Alors, il y a juste quelques assurances avec lesquelles on n'a pas d'accord. Il y en a une en France, on ne va pas la citer. Non, on va pas la citer, ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir. On avait l'accord et puis ils nous l'ont enlevé. Donc il n'y a qu'une assurance en France avec qui on n'a pas cet accord. Tous les autres, on a cet accord. Et donc ça permet effectivement au client de se présenter en centre. Donc nous, on fait tout. Il n'a pas besoin d'appeler son assurance. On fait tout pour lui. Donc en fait, comment ça se présente? Le client appelle le centre d'appel. Au centre d'appel, on prend les informations sur le véhicule, en sachant que en fait, ce qu'on a aussi maintenant, on a une base de données, on tape juste la plaque d'immatriculation et ça nous renvoie toutes les informations sur le véhicule client. Ça veut dire que vous avez le fichier des cartes grises? On a le fichier des cartes grises, absolument. Comment c'est possible ça? Eh ben, il y a une évolution de la législation. Jusqu'à présent, on n'avait pas le droit de l'avoir. Et la législation, grâce à une directive européenne, a évolué. Et maintenant, c'est un fichier que n'importe qui peut acheter, qui permet d'avoir ces informations. Donc, on rentre le numéro d'immatriculation, ça nous donne les informations du véhicule. Ensuite, on rentre le numéro de police et ça nous donne les informations de l'assuré. Donc, grâce à ça, ça nous permet de faire la prise en charge, de vérifier que le client est pris en charge, s'il a une franchise à payer, pas payer, etc. Et ensuite, par le code postal, puisqu'on propose aussi une intervention à domicile ou sur le lieu de travail du client, donc soit il souhaite venir en centre, soit on va chez lui, et par le code postal, ça va nous permettre de déterminer le centre le plus proche du lieu d'intervention, et on a au call center la vue sur l'ensemble du stock et des centres, du planning de charge des centres, et donc en fonction de la disponibilité du stock, généralement soit on l'a dans le centre, soit on l'a le lendemain matin, et de la disponibilité du planning de charge, on va pouvoir proposer un rendez-vous au client en sachant qu'on essaye de proposer pour ce qu'on appelle les produits d'urgence qui sont glace latérale, des rendez-vous le jour même ou le lendemain, pour les pare-brises, généralement le lendemain ou le surlendemain. Ce qui est très bien.
Voilà, c'est vrai la que rapidité d'exécution, c'est la clé du succès. Ouais. Et la prise en charge. Alors c'est vrai que votre compétiteur, c'est le concessionnaire de la marque, Voilà. qui lui, théoriquement, il a forcément le pare-brise qui va bien, etc. Sauf que c'est pas vrai. Voilà, pas forcément. Ouais. Le concessionnaire n'a pas forcément la pièce en stock. Le concessionnaire n'a pas forcément le technicien disponible pour faire l'intervention. Et surtout, le concessionnaire immobilise le véhicule généralement la journée entière. Alors que nous, pour une glace latérale, c'est une demi-heure, 45 minutes. Pour un pare-brise, c'est 2 heures, 1 heure d'intervention, 1 heure de séchage illégal. Et donc en 2 heures, l'automobiliste peut partir. C'est vrai que la question qu'on se pose, c'est qu'on sait que dans les pare-brises, il y a des antennes de radio qui sont intégrées, des thermiques, qu'on a peur que capteurs, si c'est pas fait dans les règles de l'art, après ça marche plus, etc. C'est pour ça que la tendance naturelle, c'est plutôt d'aller chez le concessionnaire en disant là, je vais avoir le truc exactement, et puis si jamais ça va pas, ça sera couvert par la garantie du véhicule, etc. Vous avez effectivement le fait que vous l'avez souvent plus en stock le produit que le concessionnaire, et vous intervenez rapidement, immédiatement, alors que le concessionnaire a tendance à traiter le remplacement de pare-brise comme quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup, qu'il le traite quand il a le temps, quoi. On est des spécialistes du vitrage aussi, hein. Nous, voilà. On ne fait que ça. Donc le concessionnaire, lui, il fait de la vidange, des pneumatiques. Donc le technicien chez le concessionnaire ne sera pas un spécialiste du vitrage, il ne fait pas ça toute la journée. Donc en fait, il y a plus de risques qu'il le fasse mal. C'est comme la conversion, hein, on la fait mieux par des spécialistes du téléphone que dans le centre où ils font tout. Nous c'est pareil, le vitrage on ne fait que ça, on est monoproduit, on ne fait rien d'autre que du vitrage, donc je pense que les interventions sont mieux réussies. Puis de toute façon, nous on propose la garantie à vie, donc si notre intervention est pas bien faite, on la refait gratuitement pour le client. Alors c'est une superbe histoire parce que c'est vraiment une chaîne bien maîtrisée, avec une optimisation. Ça fait un peu penser au prestidigitateur qui s'enferme dans sa boîte, qui ressort, il s'est complètement changé, il est habillé en blanc, il ressort, il est habillé en noir, et ça a mis 3 secondes et on se dit il y a un truc magique, alors qu'en fait c'est simplement le fait qu'il a tout optimisé, tout est préparé, etc. Ça c'est un côté assez bluffant. Alors est-ce que quand on a réussi à faire ça, ce qui est une sorte d'exploit organisationnel et technique, est-ce que ça suffit pour créer cette fameuse expérience inoubliable qui fait qu'on va dire à son assureur que c'était bien? Non, là on est... Qu'est-ce qui manque? Là on a juste fait son métier. Voilà, là on est juste dans le b.a.-ba, là, hein. On est dans le basique. Effectivement, c'est du fondamental. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, on ne peut pas être à 100% de NPS, mais c'est juste du fondamental. Là on est juste au niveau basique de l'attente du client, être servi rapidement, que ce soit simple, être pris en charge, c'est du basique. Maintenant, après, ce qu'il faut, c'est aller justement dans la relation elle-même, dans la personnalisation de la relation et dans l'unicité de l'expérience, si j'ose dire. Alors, comment vous faites? Est-ce qu'il y a quelques secrets de fabrique que vous pouvez nous livrer? Alors, ce qu'on essaye de faire, hein, parce qu'on n'est qu'à 65, 63, 65 de NPS, donc on n'est quand même pas à notre niveau. Bon, déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est faire en sorte que en un appel, tout ce qui est l'administratif soit réglé. C'est-à-dire que quand le client arrive en centre, il n'est pas à se soucier de l'administratif, qu'il soit juste dans la relation elle-même. C'est-à-dire qu'on a essayé de décharger tout ce qui était administratif dans le centre et de le rapporter sur notre centre de relation client. Donc il ne s'occupe plus de son assurance, il arrive, il pose sa voiture. Alors il arrive, il doit quand même donner les papiers de sa voiture, signer un ordre de réparation, mais normalement c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a rien d'autre à faire que donner ses papiers, vérifier que les informations qu'il a données par téléphone sont correctes, les signer, les corriger le cas échéant, les signer. Ensuite, on fait le tour du véhicule pour vérifier s'il n'y a pas des dommages sur la voiture. Et puis aussi, c'est un contrôle de sécurité, c'est-à-dire qu'on en profite pour vérifier si les optiques du véhicule fonctionnent bien, parce que si les feux arrière ne fonctionnent pas, on ne le voit pas toujours. Donc on vérifie ça avec lui, on vérifie aussi ses balais, parce que c'est dangereux d'avoir des balais qui ne fonctionnent pas bien. Et c'est aussi des ventes additionnelles pour nous. Je me disais aussi, tant de sollicitude. Et donc, on fait le tour du véhicule et ça s'arrête là pour le client. Donc, on lui a proposé des services additionnels. Et ça, vous croyez que ça contribue à faire une expérience meilleure? Alors, en fait, on est surpris. Nous, on a... Bon, parce que comme dans toutes les entreprises, on n'est pas dans un monde idéal. On a des centres qui font plus ou moins bien les ventes additionnelles. Le tour de véhicule est obligatoire pour des raisons légales. Les ventes additionnelles, elles sont obligatoires dans notre process. Parce qu'on a, pour convaincre les centres
qui ne faisaient pas les ventes additionnelles, que c'était un bénéfice pour les clients, on a interrogé les clients. On a demandé qu'est-ce que vous avez pensé des ventes additionnelles. Et on les a filmés. Nos clients sont ravis qu'on leur propose ça. Ils sont ravis qu'on vérifie l'état de leurs optiques. Ils sont ravis encore plus qu'on leur propose de changer leur balai d'essuie-glace. Parce que la pose est gratuite, parce que finalement ils trouvent que c'est lié à ça. Et on a interrogé des clients à qui on n'avait pas fait cette vente. On leur a dit, est-ce que vous savez que Carglass aussi faisait les balais d'essuie-glace? Et ils nous ont dit, ah non, je ne savais pas, j'aurais bien aimé qu'on me le propose, etc. Donc en fait, ça vient compléter l'expérience client, et c'est quelque chose en fait qui est bien vécu par le client, parce que pareil, gérer des balais d'essuie-glace, c'est quelque chose qui est casse-pied. On est un peu obligé d'y aller un peu spécialement. On n'est pas sûr de savoir les mettre, on n'est pas sûr que ce soit les bons, on n'est pas sûr qu'ils soient de la marque, etc. Exactement, donc c'est compliqué. Donc voilà, après le client, soit il attend en centre, soit il va autour. Donc là, ce qu'on va proposer déjà, nous on propose au client, déjà on lui demande s'il souhaite attendre ou pas. S'il ne souhaite pas attendre, dans tous les centres, on explique les services autour. Des fois on est dans des zones commerciales, etc. Donc on a les horaires des magasins autour, on peut leur expliquer. On met aussi les informations sur les bus, si le client souhaite prendre un bus, et on propose de réserver un taxi si le client souhaite un taxi. Ensuite, ce qu'on va faire, si le client souhaite attendre, on est en train justement de repenser un petit peu nos centres, l'aménagement de nos centres, faire en sorte qu'ils puissent attendre dans des conditions de confort minimum. Donc le chef de centre a des jetons de café à sa disposition, donc il peut offrir le café à un certain nombre de ses clients. On a bien sûr des fontaines à eau, on a des magazines, on a pas mal de magazines à disposition des clients. On est en train de réfléchir à l'installation du Wi-Fi dans nos salles d'attente pour que les clients puissent aussi utiliser Internet. Donc on essaie de faire en sorte que le temps d'attente soit pas du temps perdu. Voilà, soit optimisé et soit plutôt agréable. Aujourd'hui, clairement, on a un parc très hétérogène. On a des centres qui sont très bien, on a des vieux centres qui sont un peu vétustes. On est en train on ouvre un centre le début octobre à Viry-Châtillon. On a complètement relooké le design de nos centres. Et là, on va, pareil, quand on dit on change de référentiel, ce centre-là, il va plus ressembler à une agence Orange, avec des bornes interactives, etc., qu'à un centre Renault. Est-ce que les gens ne vont pas avoir le sentiment finalement qu'ils vont payer un peu plus cher leur pare-brise parce qu'ils ont un fauteuil plus moelleux? Peut-être, mais comme ils ne payent pas... c'est vrai que dans ces cas-là, ça règle un peu le débat. Exactement. Alors, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir justement la recherche du cran d'au-dessus, c'est-à-dire pas uniquement que l'expérience client soit parfaitement conduite, qu'on optimise son temps, qu'on vienne lui remplacer le pare-brise à domicile, que ce soit le bon pare-brise, qu'il ait des garanties, que ce soit bien fait, etc., etc. Je trouve que la plupart des entreprises considèrent que faire ça, c'est ce qu'il faut atteindre, et qu'une fois qu'on a fait ça, on a fait son travail, et que si on arrive à faire ça après en réduisant ses coûts au maximum, eh bien, on va optimiser ses marges. Clairement, ce qu'on ressent dans votre expérience, c'est que c'est l'inverse. Une fois que vous avez fait ça, vous considérez qu'il faut dépenser davantage en marketing, en expérience client, etc., pour fidéliser des gens qui ne vont pas revenir avant 7 ans. C'est en ça que c'est intéressant comme expérience. Et la notion de fidélisation à deux niveaux, entre le client qui va reparler, qui sera... Forcément, c'est un peu la prescription à l'envers. C'est le client final qui devient le prescripteur du prescripteur théorique. C'est ça, exactement. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Alors, comment vous mesurez cette fidélisation? C'est quoi? C'est le fait que vous ayez des accords qui sont reconduits, ça suffit? Comment vous mesurez le couple fidélité satisfaction des assureurs? Alors ça c'est plus dur, hein. On n'a pas de données comme ça, donc effectivement c'est la confiance que nous renouvellent les assureurs, hein. C'est le fait que tous les ans on est toujours en accord avec eux. Mais où est la limite? Parce qu'à ce moment-là, les satisfaire eux, comment vous mesurez le fait que ça va bien, qu'ils sont fidèles et que plus ça va, plus ça se fait de manière automatique et pérennisée avec Carglass? Et puis après on est avec les assureurs, on est dans une relation de partenariat. Eux, c'est aussi leur intérêt de travailler avec Carglass, puisque Carglass répare plus que Carglass remplace. Donc ça veut dire que nous, un
l'automobiliste va avoir un impact sur son pare-brise, on va le réparer. Donc, c'est moins 90 cher. euros. Remplacement de pare-brise, entre 300 et 400 euros. Vous allez chez le petit garagiste du coin, C'est pas réparé. c'est pas on réparé, remplace. c'est forcément un remplacement. Chez nous, c'est une réparation et toujours, vraiment, on va toujours privilégier la réparation au remplacement. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la personne n'est pas sans voiture et sans pare-brise. Il n'y a pas le remplacement du pare-brise qui donne l'impression que ça crée quelque chose d'un peu de. C'est plus une voiture d'origine, elle a quelque chose de remplacé, donc c'est un peu comme si on met une prothèse, c'est pas pareil. C'est pas pareil, et puis c'est bon pour le développement durable. Hein. Tout à fait. C'est pas la même Il chose. faut moins des vieux bouts de pare-brise partout. Oui, il n'y a pas le recyclage du pare-brise, etc. Donc l'assurance, de toute façon, économiquement, a intérêt à travailler avec nous. Et si son client est satisfait, si son client est satisfait, elle a aussi intérêt. Donc ce qu'on essaye de mesurer, justement, c'est d'appeler des clients qui sont venus chez nous et de leur poser des questions sur l'image de leur assureur. Et donc on fait de temps en temps des campagnes comme ça et on essaye de montrer le lien entre la satisfaction chez nous et la satisfaction, l'image qu'ils ont de l'assureur. Mais ça, c'est pas des choses qu'on fait toutes les semaines, comme notre NPS, c'est des enquêtes à l'occasion. D'accord. Alors, une autre question, et peut-être la dernière sur l'aspect organisationnel. Carglass, c'est 230 centres en France. Ouais. Ça va être un jour 3000 centres en France, on aura comme les lunettes à tous les coins de rue. Est-ce que c'est un développement européen? Est-ce que c'est déjà européen? Est-ce que c'est équivalent dans les autres pays européens? Alors oui, hein, on est vraiment dans tous les pays européens. En Angleterre, on s'appelle Autoglass. Dans les autres pays, on s'appelle Carglass. Vous allez en Allemagne, vous avez Carglass. D'ailleurs, vous avez le même pub, le même slogan. Donc, on est aux États-Unis aussi, hein, sous la marque Safelight. Oui, Carglass a un gros développement. En France, je pense qu'on n'aura jamais 3000 centres. Ce qu'on vise, nous, c'est le développement de la pose à domicile. En faire davantage pour pouvoir couvrir des zones sur lesquelles on n'est pas forcément aujourd'hui, mais sur lesquelles on n'a pas rentabilité à ouvrir un centre. Donc là, on aura plutôt... Ça, c'est pas trop coûteux d'aller sur place chez les gens pour remplacer le pare-brise? C'est plus coûteux, bien sûr, hein, ça nous coûte en carburant, ça nous coûte en productivité, etc. C'est payé plus cher. C'est payé à peine plus cher, hein, on fait payer 20 euros de plus pour le service, ça nous coûte bien plus que 20 euros. Donc c'est un petit peu plus cher, mais surtout, encore une fois, la satisfaction du client est tellement supérieure lorsqu'on propose le service à domicile qu'on souhaite se tourner davantage vers le service à domicile. Ça, c'est intéressant. Alors, l'autre question, c'est que le métier des call centers qu'on connaît bien, c'est quand même une tendance à l'intégration, à la globalisation. On a tous fait attention à ce qui s'est passé en Irlande, en Écosse, dans les années 90 et les 2000. Vous êtes en train de développer des plateformes françaises pour la France, j'imagine allemandes pour l'Allemagne, etc. Absolument. Il y a une raison, il y a une chance. Vous avez étudié la possibilité de plateformes pan-européennes multilingues. Est-ce qu'il y aura un intérêt à faire comme ça? Est-ce que ça a été étudié et abandonné? Ou est-ce que c'est un projet possible dans les années à venir? Alors, ça n'a pas été étudié dans le détail, ça n'a jamais été évoqué. Je ne pense pas que ce soit un projet à venir. Chaque pays, c'est plutôt une fédération. Vous voyez, si vous voulez, chaque pays est assez indépendant. Il y a de la coordination, de la coopération, mais chaque pays est assez indépendant. L'activité call center est vraiment considérée core business. Par exemple, quand on a ouvert notre centre d'appel à Poitiers, nous on s'est posé la question, est-ce qu'on le faisait en offshore, pas en offshore? On a clairement décidé de le faire en France, parce qu'on voulait deux choses, une proximité vraiment de culture, de langue avec nos clients, et en même temps on voulait aussi, vis-à-vis justement de partenaires assureurs et mutualistes, montrer qu'on avait une responsabilité sociale forte et qu'on créait des emplois en France. Donc il y avait ces deux aspects-là, donc à la fois tourné vers le client automobiliste, une qualité de service à 100%, même si on va me dire qu'en offshore on peut offrir la même qualité de service, et cette responsabilité sociale pour nos clients, pour nos partenaires assureurs et mutualistes. Quand on a ouvert notre centre de Poitiers, on a dû présenter le projet au groupe, etc. Le groupe n'a pas du tout challengé cette décision. Et donc, voilà, cette proximité de base client, faire en sorte qu'on parle avec des gens qui sont natifs, sans accent, etc., c'est quelque chose vraiment d'important. Et c'est pas remis en cause par le groupe.
Il peut y avoir des collaborations, c'est-à-dire que par exemple, là en ce moment, on a beaucoup de clients étrangers en France, donc notamment des Hollandais. J'allais vous poser la question. Voilà, et donc ce qui peut arriver, là on a demandé par exemple qu'on ait de l'aide de collègues belges de venir en France pour pouvoir traiter les clients néerlandais, puisqu'ils parlent français et flamand, donc ils peuvent traiter les clients néerlandais. Voilà, donc il y a des coopérations comme ça. Aussi, il y a eu, en début d'année, il y a eu une grosse tempête dans le sud-ouest. On avait des poseurs allemands qui étaient venus nous aider. Voilà, il y a des coopérations comme ça au niveau du groupe, mais il n'est pas du tout prévu de faire on pourrait imaginer, pan-européen. On pourrait imaginer que les Néerlandais qui sont effectivement de passage en France et qui cassent leur pare-brise, dans une plateforme européenne, seraient automatiquement dirigés dans quelqu'un qui est dans leur langue, avec une globalisation. Oui. Parce qu'en plus, et on peut imaginer que une partie de la prestation soit faite peut-être sur place en France pendant leur séjour, ou qui sont peut-être en train de rentrer, qui vont prendre rendez-vous dans un magasin, dans un centre Carglass aux Pays-Bas. On peut aussi, on sait qu'il y a à peu près 500 000 travailleurs d'origine italienne en France, à peu près l'équivalent, voire davantage en Allemagne, donc des Allemands qui vivent en France, et pour qui c'est plus simple de parler en allemand que de parler en français, même s'ils s'acclimatent. Donc c'est vrai que c'est une chose que les États-Unis, par exemple, ont découverte assez tardivement, c'est qu'ils avaient par exemple une énorme population hispanophone, à qui ils parlaient tous en anglais. Ils écrivaient avec des mailings en anglais à des gens qui parlaient espagnol. Alors bien sûr, il y a des tas de sujets où ça va très bien, il y a des sujets où quand c'est un peu subtil, les gens sont plus à l'aise dans leur langue, bien sûr, que dans celle de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et c'est un des avantages, même s'il y a des inconvénients, mais c'est un des avantages des plateformes pan-européennes, c'est justement de pouvoir offrir à chacun dans sa langue et en même temps une organisation qui est globalisée aussi. Enfin, c'est juste une question, je n'ai pas d'idée a priori sur le sujet, mais c'est une question qui, dans un groupe comme le vôtre qui est mondial, avec en plus des gens qui sont en migration, c'est qui sont de passage, etc., ça peut se poser comme question d'avoir justement un pilotage globalisé. Ça pourrait se poser pour nos clients étrangers qui sont de passage, c'est-à-dire avoir juste une cellule pour les clients étrangers. Maintenant, après, il y a des problèmes, je pense, de taille critique. Réussir à recruter 500 Français, 350 Allemands, 400 Anglais, 150 Italiens. Alors ça peut être aussi la solution du centre d'appel virtuel qui fait que je peux basculer l'appel chez ma cellule en Allemagne quand c'est des Allemands qui puissent avoir accès au système d'information. Enfin, on peut imaginer. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui les systèmes d'information sont différents d'un pays à l'autre, donc ça rajoute aussi de la complexité. C'est pas simple. Les règles de planification de rendez-vous ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre. C'est quand même, je pense que ça, c'est un niveau de complexité assez important. Nous, pour un gain qui n'est pas forcément énorme. Voilà, et en même temps, on n'a quand même pas tant de clients étrangers que ça. Nous, ce qu'on fait en fait, quand un client néerlandais nous appelle, en fait, il a un numéro international, un 0800 international. Donc en fait, on lui donne le numéro aux Pays-Bas, il appelle son centre d'appel aux Pays-Bas, qui lui-même, après, va nous retransférer une demande en anglais pour ce client, et nous, on rappellera ce client. Donc c'est un petit peu compliqué comme gymnastique. Mais c'est comme ça qu'on le gère avec un numéro. Non, c'est quelque chose d'un peu périphérique. Mais alors, parlons maintenant de l'impact de l'Internet. Est-ce que dans votre métier particulier, est-ce qu'il y a un impact, l'émergence de l'Internet? Est-ce que c'est une optimisation de l'organisation en interne ou est-ce que ça a un impact sur la relation client? Alors, ça n'a pas d'impact sur la relation client en tant que telle. Pour nous, c'est juste un canal supplémentaire. Tout à l'heure, je vous disais qu'en 2005, on avait 3 canaux. Donc, les 0800, les appels direct centre, le drive-in. Aujourd'hui, on a 4 canaux, puisqu'on a aussi le canal web. Donc le client, nous, sur notre site web, le client peut faire sa prise de rendez-vous. En revanche, ça reste un canal qui est faible. On a à peu près 4-5% de nos clients qui vont faire une demande de prise en charge via le web. Ça reste faible, alors ça augmente régulièrement, c'est quelque chose qui augmente régulièrement. Maintenant, on n'est pas sur des proportions comme peuvent être les compagnies aériennes ou des choses comme ça, parce que je pense qu'intuitivement, on pense pas à se dire tiens, je vais plutôt qu'appeler Carglass, je vais aller réserver mon pare-brise sur Internet. Je pense que c'est pas aujourd'hui très intuitif. Donc le canal téléphonique est nettement majoritaire. Le canal téléphonique est nettement majoritaire parce que l'univers de la voiture et de l'assurance sont deux univers
que ce soit l'achat de voitures provenant de l'étranger, donc avec l'optimisation des histoires de TVA, etc. Que ce soit l'assurance ou les comparateurs des prix d'assurance, etc. sont là, la stratégie dans ces secteurs-là, c'est la visibilité, c'est la compétitivité des prix, etc. Aujourd'hui, vous voyez plutôt ça comme un canal complémentaire et pas comme un mixte entre la commercialisation et la communication. Il n'y a pas l'accès à une visibilité, parce que on a l'impression que vous n'êtes pas dans un secteur très concurrentiel. On a l'impression que vous êtes un peu tout seul, quand on parle de pare-brise. On est dans un secteur très concurrentiel. Rassurez-nous, d'accord. Parce que on a les concessionnaires, les garagistes, il y a on l'a vu, c'est des gens qui ont le pied là-dessus. Il y a Noroto, il y a Speedy, il y a pas mal de gens qui sont rentrés d'ailleurs récemment. Noroto et Speedy sont rentrés récemment sur le marché. Noroto a dû rentrer il y a 1 an et demi, Speedy il y a 2-3 ans. Donc c'est des acteurs assez récents sur le marché, donc récents, donc agressifs. On a les concessionnaires qui régulièrement quand même se disent tiens, je vais revenir là-dessus, et donc ils font des campagnes aussi sur le sujet. Est-ce qu'ils ont levé le pied ou baissé les bras ou Non, ils attaquent régulièrement. Renault fait des pubs par exemple assez régulières sur le sujet. Donc on est dans un secteur très compétitif. Sur l'internet, c'est vrai qu'on le voit plus pour le moment comme un canal complémentaire. Maintenant on essaie d'avoir de la visibilité, on achète de la pub sur internet, on est bien référencé sur Google, etc. Donc c'est un canal important qu'on ne délaisse pas, sur lequel on essaie d'ailleurs d'aller vers plus d'intégration, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. D'ailleurs sur nos pubs qui passent à la télé, on met bien aussi les coordonnées de notre site web, on met autant le 0800 que le site web. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on promeut, mais bon, les habitudes de nos clients sont encore plus vers le téléphone. Alors, revenons peut-être sur la partie centrale dans votre secteur, qui est la partie call center. Vous avez 2 call centers. Oui. Ça changeait quoi pour vous d'en avoir 2 au lieu d'1? Alors, est-ce que ça s'est passé tranquillement ou est-ce que ça a été une épreuve, un vrai challenge? Non, ça s'est passé très, très bien, très simplement. Alors, les questions qu'on s'est posées quand on a ouvert le deuxième, c'est est-ce qu'on en fait un seul grand ou est-ce qu'on en garde 2? En termes de gestion, ça aurait été peut-être plus simple d'en avoir un seul, grand. Le problème, c'est que notre centre historique était sur Paris et on a une vraie compétence sur Paris. Donc on ne voulait pas perdre cette compétence et en même temps, on ne voulait pas faire un gros centre sur Paris parce qu'on avait quand même des difficultés de recrutement, de turnover, etc. Donc, d'où le choix. Une question là-dessus. Vous dites on a de la compétence sur Paris et on a difficulté de recrutement et de turnover, ce que tout le monde connaît un peu dans le métier, c'est qu'à Paris c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. C'est ça. Même nettement plus compliqué. Donc comment est-ce que vous faites pour conserver la compétence s'il y a du turnover? On a toujours un noyau dur d'agents qui sont là. En tout cas, c'est quand on a ouvert le centre de Poitiers, on avait 100 personnes, 120 personnes sur Paris qui connaissaient le métier, qui savaient faire. On n'avait pas envie de perdre ces 120 personnes-là, même s'il y a du renouvellement d'effectifs. On n'avait pas envie de perdre cette compétence. D'accord, ouais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert sur Poitiers, parce que par contre on ne voulait pas un gros centre sur Paris. Donc aujourd'hui Poitiers est notre centre principal. On a la même taille à peu près sur Paris et on a tout le différentiel sur Poitiers. Et ce qu'on a fait quand on a ouvert Poitiers, en fait, on a eu la chance d'avoir une dizaine de collaborateurs de Paris qui étaient prêts à déménager sur Poitiers. Et donc ces 10 collaborateurs nous ont permis de parrainer, de suivre, de former, d'accompagner la montée en charge de Poitiers. Donc on a fait une montée en charge progressive sur Poitiers. Premier palier à 50, et puis 100, etc. Donc on a fait des paliers à 50, de 50. Et ça nous a permis d'avoir une belle performance, puisque rapidement, je pense qu'au bout de 6 mois, Poitiers a dépassé Paris en termes de performance. À la fois en termes de KPI RH, bon ça on s'y attendait, moins d'absentéisme, moins de turnover, mais aussi sur nos KPI commerciaux, puisque le taux de conversion de notre centre de Poitiers est meilleur que le taux de conversion du centre de Paris. Et donc c'est tout. Non, nos collaborateurs nous le posent aussi régulièrement, est-ce qu'on va fermer le centre de Paris, etc. Non,
c'est pas dans notre stratégie. D'une part, on s'est rendu compte que finalement c'était bien d'avoir 2 centres. Sécurité. C'est quand même très très pratique, on peut avoir des soucis, et puis là il y a même la grippe A, on se dit bah tiens, si un centre est touché, on aura le deuxième centre, etc. Les risques sanitaires vont augmenter, je pense, dans les années qui viennent, donc je pense que c'est aussi de la sécurité. On a eu des fois des incidents techniques, on était bien content d'avoir le deuxième centre. Il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages, donc finalement on est très content d'avoir 2 centres. Et ça fait des plateformes à taille plus humaine. Ça fait des plateformes à taille plus humaine, exactement. Voilà. Et en plus sur Paris, le centre il est quand même intégré au siège, et c'est aussi bien, on a souvent nos partenaires assureurs qui viennent nous rendre visite, c'est bien de pouvoir leur montrer notre outil. Ils aiment faire des écoutes, etc. Donc c'est bien d'avoir cet outil. Qui est un peu vitrine, etc. Voilà, cette vitrine sur Paris. Alors techniquement, c'est intégré, vous avez fait des développements. Au niveau technique, c'est quoi? C'est des solutions maison qui ont été développées, c'est des solutions mondiales qui sont dans tous les pays, qui tendent à s'uniformiser. Il y a une réflexion, une collaboration sur des réflexions de systèmes d'information. Alors, c'est pas notre point fort. En fait, le groupe avait... Donc là, on est sous une solution Remedy Oracle. Donc du lourd. Voilà, c'est du lourd. Ça a été... L'Angleterre et la France sont sur ce système. Il était prévu de le déployer dans tous les autres pays, et finalement, le projet a été abandonné. Pétan, c'était au rendez-vous. Voilà, donc finalement, il y a que... Donc il y a plus de réflexion commune là-dessus. Chaque pays a développé ses propres solutions. Ça pourrait être plus optimisé, je pense, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça. En termes d'architecture téléphonique, on est aujourd'hui sur une solution Astra Matra, et bon, qui est un petit peu vieille, donc là on est en cours d'appel d'offres et on va changer de solution. Très bien. Vous avez fait allusion à un des points clés dans l'univers des call centers, c'est le turnover. Vous avez fait aussi allusion à votre tendance et votre envie d'atteindre l'excellence. Comment vous gérez ça? Donc en allant à Poitiers, vous avez réduit votre turnover. Et une fois qu'on est dans le centre, qu'est-ce qui fait que... Quelle est votre vision de ce métier du call center, qui est aujourd'hui, on le voit bien, 20 ans ou à peu près, avoir été vu comme un métier, parce qu'avant on faisait du télémarketing. La partie call center, ça date de 95 à peu près. C'est assez calqué sur les modèles productivistes, tayloristes, très pyramidal, hiérarchisé, etc. Ça, c'est un modèle qui, d'après vous, est destiné à durer. Vous avez travaillé à le faire évoluer. Comment vous voyez les choses? Alors, nous, par rapport au turnover, en tout cas, avant de parler de modèle organisationnel, par rapport au turnover, nous, ce qu'on fait, et la fidélisation de nos salariés, nous, effectivement, on vise la satisfaction de nos clients. On a 4 stratégies principales pour y arriver, et une de nos stratégies, c'est la satisfaction de nos employés. Donc, clairement, c'est un axe important pour Carglass, que d'avoir des salariés fiers et heureux, dans notre vocable, et on se dit que voilà, c'est le moyen pour avoir des clients satisfaits. Alors maintenant, comment on sait si nos clients sont satisfaits? Déjà, on mesure. Comme on mesure le NPS de nos clients, on mesure la satisfaction de nos employés. C'est-à-dire que chaque employé est appelé 2 ou 3 fois par l'année par un cabinet extérieur sur lequel on a une dizaine de questions sur lesquelles on va tester le niveau de satisfaction de nos employés. Question très concrète, est-ce que j'ai reçu un remerciement de la part de mon responsable hiérarchique au cours du dernier mois? Est-ce qu'on m'a expliqué où Carglass veut aller? Est-ce que j'ai les moyens de bien réussir mon travail, etc. Donc des questions très concrètes. Donc là aussi on va mesurer, donc pour information on est à 74% de très satisfaits sur notre site de Poitiers et à 64% de très satisfaits sur notre site de Paris. Donc des niveaux qui sont quand même bons. On était à 40% sur Paris quand je suis arrivé. Donc on a vraiment monté fortement le niveau de satisfaction de nos salariés. Alors comment on y arrive? On y arrive en donnant de la vision, clarté, vision, expliquer à nos salariés régulièrement où on va. Tous les mois, on réunit tous les salariés du call center, alors par petits groupes bien sûr pour assurer la pérennité du service. On les réunit tous et moi ou mon collègue, on leur explique les objectifs. Les résultats, les objectifs, les projets en cours. Ça dure 1 heure à peu près, ils posent des questions. Donc on leur donne de la clarté. Bien sûr, il y a les réunions d'équipe avec leur manager 1 fois par semaine. On fait aussi à peu près 1 fois par trimestre des réunions satisfaction employée. C'est-à-dire qu'il y a un délégué par équipe
et on les réunit et donc on discute avec eux. Là ça dure assez longtemps, ça dure généralement 2-3 heures et on discute avec eux sur ce qu'ils ont apprécié et ce qui est bien et ce qu'il faut continuer et les axes d'amélioration. Est-ce que c'est un métier dans lequel vous parvenez, avec la montée en expérience, à donner de l'autonomie? Oui. Parce que c'est un petit peu l'ambiguïté de ce métier. Vous êtes des ambassadeurs de la marque, vous êtes l'interface client unique, quasiment, et en même temps, vos salaires sont plutôt bas et vous avez une productivité importante, critères mesurés souvent, etc. C'est un peu le classique du métier. Oui. Nous, on cherche à sortir un peu de ça, et j'imagine que vous aussi. Alors, nous, ce qu'on fait déjà, c'est. Donc, il y a ces choses-là très concrètes sur la satisfaction employée. Ce qu'on fait aussi, c'est donner de la perspective à nos salariés sur les possibilités d'évolution. Par exemple, 100% de nos managers sont des anciens chargés d'assistance, donc on promeut beaucoup la promotion interne. Et aussi, l'intérêt, c'est qu'on a 230 centres en France. On a dans chaque centre du personnel de front office. Donc une évolution aussi naturelle pour nos salariés en centre d'appel, c'est d'aller dans les centres. Donc ça leur donne de la perspective aussi. Et puis on a d'autres services au siège, on en a qui partent à la compta, on en a qui partent... Mais est-ce que par exemple vous avez des temps standards de traitement d'appels téléphoniques? Parce qu'en fait, il y a à la fois des pratiques d'échantillonnage, de mesure de temps moyen de traitement, tout ça c'est issu de la culture usine. On est dans une logique productiviste. Ça, on mesure effectivement notre temps moyen de traitement, on mesure le nombre de rendez-vous pris à l'heure, etc. Maintenant, si je regarde la prime du chargé d'assistance, la mesure de la productivité va compter sur 10 à 15% de sa rémunération variable, alors que la transformation commerciale va compter pour 50%. D'accord. Donc en fait, la performance à l'arrivée, donc son savoir-faire relationnel va être plus valorisé voilà, fait que exactement. Sa vitesse de décrocher. Voilà. Pour nous, ce qui est vraiment primordial, c'est le taux de conversion. Après, il faut que ce soit, si quelqu'un qui fait un rendez-vous par heure, ce ne sera pas possible. Mais on est vraiment prêt à accepter une moindre productivité pour une meilleure performance commerciale. C'est vraiment, et de toute façon, on l'a calculé, hein, c'est pas par bonté, c'est rentable pour nous. C'est-à-dire que ce que nous rapporte un rendez-vous posé est largement supérieur à ce que nous rapporte un pouillème de productivité. Alors, dernière chose, est-ce que vous avez observé ou étudié des choses, des facteurs de bien-être dans votre call center? Il y avait une étude qui était parue il y a pas mal d'années aux États-Unis sur la couleur, par exemple. Ils avaient mesuré que la couleur orange était une couleur qui favorisait le bien-être et la bonne humeur dans les centres d'appel. D'accord. Alors nous, on n'a pas fait ce genre de choses. D'ailleurs, on n'a pas du orange. Il faudrait peut-être qu'on mette du orange. On a plutôt du vert. Non, on n'a pas fait de mesures comme ça, donc ça, je ne sais pas. Mais voilà, nous, on essaye, en tout cas, par le dialogue. Je pense que on est dans la relation humaine, hein, donc c'est toujours par le dialogue, la disponibilité. C'est là où on essaye vraiment de comprendre ce qui est important pour nos salariés, essayer d'y répondre. Et on essaye aussi beaucoup de créer des moments de convivialité. Parce si vous allez surtout sur notre site de Poitiers, c'est flagrant. À chaque fois qu'on a des visiteurs, ils nous disent, mais on sent vraiment que les gens sont heureux, s'épanouissent ici. On crée beaucoup d'événements. On fait un week-end par an où les deux centres d'appel se rencontrent, soit à Poitiers, soit à Paris, où on passe le week-end tous ensemble. Une chasse au trésor l'après-midi, une soirée le soir, etc. Les gens préparent des spectacles, on est tous ensemble. On fait régulièrement des buffets, des choses comme ça. Chaque superviseur a un budget d'équipe pour inviter son équipe au restaurant, etc. Donc on essaie vraiment, on fait régulièrement des challenges où on invite l'équipe qui a gagné, etc. Donc on essaie vraiment déjà de les surprendre régulièrement. Par exemple, à la journée des femmes, on offre une rose aux femmes quand elles arrivent, etc. On essaie régulièrement de les surprendre parce que le métier du téléphone, c'est un métier répétitif. Oui. Ça, on l'enlèvera pas. Qui peut être lassant à force. Donc on essaye de créer de la diversité sur l'environnement pour casser un petit peu le rythme et la monotonie, leur donner des missions annexes aussi au maximum régulièrement. Là on passe sur la gestion par compétences, donc faire en sorte que l'évolution soit graduelle et qu'au fur et à mesure ils soient amenés à traiter des cas de plus en plus complexes. Donc on essaye d'enrichir le métier au maximum et puis vraiment par le rythme de casser la monotonie du métier.
Très bien. Écoutez, moi je crois qu'on connaît mieux Carglass, on connaît mieux, et on comprend mieux pourquoi ça marche bien, parce que ça donne vraiment l'idée d'une structure qui réfléchit cette organisation et cette relation client. Ça fait très plaisir. Merci. Et merci de ce témoignage. Je vous en À prie. bientôt. À bientôt.